Découvrir Marx par Florian Gully et Jean Quétier. Partie 9. Classe en soi, classe pour soi. Début avec un extrait de Karl Marx, Misère de la philosophie de 1847, édition sociale Paris 1977, page 177. Ouvrez les guillemets. La grande industrie agglomère dans un endroit une foule de gens inconnus les uns aux autres. La concurrence les divise d'intérêts. Mais le maintien du salaire, cet intérêt commun qu'ils ont contre leur maître, les réunit dans une même pensée de résistance-coalition. Ainsi, la coalition a toujours un double but, celui de faire cesser entre la concurrence, pour pouvoir faire une concurrence générale aux capitalistes. Si le premier but de résistance n'a été que le maintien des salaires, à mesure que les capitalistes à leur tour se réunissent dans une pensée de répression, les coalitions, d'abord isolées, se forment en groupe. Et en face du capital toujours réuni, le maintien de l'association devient plus nécessaire pour eux que celui du salaire. Cela est tellement vrai que les économistes anglais sont tous étonnés de voir les ouvriers sacrifier une bonne partie du salaire en faveur des associations qui, aux yeux de ces économistes, ne sont établies qu'en faveur du salaire. Dans cette lutte, véritable guerre civile, se réunissent et se développent tous les éléments nécessaires à une bataille à venir. Une fois arrivé à ce point-là, l'association prend un caractère politique. Les conditions économiques avaient d'abord transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune, des intérêts communs. Ainsi, cette masse est déjà une classe vis-à-vis du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans la lutte, dont nous n'avons signalé que quelques phases, cette masse se réunit. Elle se constitue en classe pour elle-même. Les intérêts qu'elle défend deviennent des intérêts de classe. Mais la lutte de classe à classe est une lutte politique. Fermez les guillemets. D'abord pour le contexte. On nous ajoute un petit encadré, Misère de la philosophie, l'anti-Proudhon. Marx rédige Misère de la philosophie en 1847, en réponse à l'ouvrage de Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, pour ses années de naissance et de mort. Son livre était intitulé Philosophie de la misère. Dans son livre rédigé directement en français, Marx entend réfuter les vues de ce théoricien socialiste dont l'audience est importante dans les milieux révolutionnaires français de l'époque. Le projet de Proudhon est celui d'une société fédérale débarrassée de l'argent et fondée sur une communauté de petits producteurs indépendants. Dans Misère de la philosophie, Marx adresse une critique virulente à Proudhon, en lui reprochant notamment de refuser de donner une quelconque perspective politique à la lutte des classes. Après cet encadré, venons à l'analyse. Une classe qui n'a pas conscience de ses intérêts est-elle déjà une classe ? Marx analyse ce passage, l'émergence de la conscience de classe parmi les ouvriers. Si les facteurs matériels objectifs confèrent déjà, d'après Marx, une situation commune, entre guillemets, à la masse des travailleurs, seule la lutte permet à cette classe de se constituer, comme classe, qui se sait classe. Arrêtons-nous sur la conscience de classe. Une classe sociale, par exemple le prolétariat, existe d'abord en soi, dans la réalité objective des rapports économiques, avant d'exister pour soi, dans la conscience des individus. Un salarié peut très bien vivre sans se penser comme salarié, sans apercevoir qu'il a des intérêts communs avec les autres salariés. S'il en est de même pour beaucoup, alors la classe n'existe pas pour elle-même. Néanmoins, et quoi qu'en pensent ces individus, elle existe en soi, comme position dans les rapports de production. On ajoute en note de bas de page pour les rapports de production. La bourgeoisie est la classe sociale qui possède les moyens de production. Le prolétariat, la classe qui en est dépossédée. Plus de détails dans la première partie de la lecture sur les classes sociales. La distinction entre classe en soi et classe pour soi est importante. Elle permet de faire la critique d'un discours faussement descriptif prétendant qu'il n'existe plus aujourd'hui de classe sociale. L'erreur est de conclure de l'absence de conscience de classe à l'inexistence objective des classes. Les classes existent, que les individus en aient conscience ou non. Comment s'opère la prise de conscience de classe ? Comment se fait le passage de la classe en soi à la classe pour soi ? La prise de conscience de classe a des conditions objectives. Cela veut dire qu'elle ne relève pas simplement des efforts de l'individu pour comprendre la situation qu'il vit. La première condition de la prise de conscience de classe, la plus générale, est posée par le capitalisme lui-même. Il s'agit de la grande industrie, entre guillemets, le type de production capitaliste qui succède à la manufacture. La grande industrie accroît la production, de façon colossale, en mobilisant toujours plus de travailleurs et en introduisant les machines au cœur du travail. Jusqu'alors, les salariés étaient disséminés dans de multiples manufactures, sorte d'ateliers élargis, où le travail, malgré sa division, était encore très proche des métiers traditionnels.
À ce stade du développement capitaliste, les salariés n'avaient pas encore vraiment de situation commune. Ils n'avaient ni le même lieu de travail, ni le même patron, ni le même type de travail. La grande industrie, née de la tendance typique du capitalisme à accroître la production, va produire cette situation commune, condition la plus générale de la prise de conscience de soi. La production devenue industrielle réunira une foule de gens, pour reprendre Marx, en un même lieu, tous employés par le même capitaliste. Cette expérience partagée, ce quotidien de plus en plus semblable, est le premier ressort de la conscience de classe. Voyons maintenant coalition économique et lutte politique. Le second ressort est ce que Marx nomme la coalition économique. En effet, l'obstacle majeur que rencontrent les travailleurs est la division. La concurrence n'affecte pas les capitalistes. Elle touche aussi les salariés. Le chômage contribue à les opposer en pesant à la baisse sur les salaires. Plus le chômage est élevé, plus le capitaliste est en mesure d'imposer ses conditions dans le contrat de travail. Plus les travailleurs, pressés de vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins, sont contraints d'accepter ce qu'on leur propose. Bien sûr, ils peuvent chercher individuellement à améliorer leur sort, mais de la sorte, ils demeurent suspendus au bon vouloir du capitaliste, sans rien pouvoir lui imposer. La constitution du prolétariat en classe passe nécessairement par l'union des travailleurs. Comme le dit Marx, il s'agit pour ainsi dire de déplacer la concurrence, de changer le lieu de l'affrontement. La ligne de fracture ne doit plus passer entre les différents travailleurs, que le rapport de sujétion au capital oppose entre eux en tant qu'individus. Elle doit rassembler les travailleurs en tant que classe contre le capital. Dès que l'enjeu devient l'obtention d'une hausse de salaire, non pas individuelle mais collective, c'est le signe que les travailleurs prennent une part active à la lutte des classes. La coalition économique dont parle Marx consiste donc en premier lieu en une union des travailleurs visant à l'amélioration de leurs conditions matérielles au sein même du rapport salarial. Elle vise donc à imposer une hausse du prix de la force de travail. On précise en note de bas de page que pour la notion de force de travail, vous pouvez retourner à la partie 7 sur la survaleur. La forme canonique prise par ces coalitions est évidemment le syndicat. Néanmoins, il ne constitue pas le dernier mot de la lutte des classes, car il s'en tient encore à une dimension essentiellement économique. Or, pour qu'une classe devienne véritablement une classe pour elle-même, il est nécessaire, nous dit Marx, que la lutte revête un caractère politique. L'augmentation des salaires ne saurait être qu'un objectif immédiat. Elle ne peut pas être la revendication terminale du mouvement ouvrier, dans la mesure où elle s'inscrit encore au sein du rapport capitaliste. La politisation de la lutte des classes passe par la prise de conscience du caractère inconciliable des intérêts des travailleurs et de ceux des capitalistes. Un caractère que la lutte pour l'augmentation des salaires ne mettait pas nécessairement en évidence. En se politisant, la lutte débouche finalement sur l'exigence de dépassement du capitalisme. Le capital lui-même joue un rôle non négligeable dans cette politisation de la lutte des classes. La répression qu'il exerce à l'encontre des syndicats en est sans doute l'exemple le plus emblématique. Ce n'est que lorsque les travailleurs sont prêts à sacrifier une part de leur salaire, notamment par la grève, au profit d'une perspective révolutionnaire visant à l'abolition de toute classe, que s'achève le long processus de maturation, qu'est la prise de conscience de classe. Autre texte de Marx et d'Engels sur le sujet, lettre de Marx à Friedrich Bolt, 23 novembre 1871, in Karl Marx, Friedrich Engels, correspondance, tome 11, édition sociale Paris, 1985, page 353, ainsi que Karl Marx, Travail salarié et capital, édition sociale Paris 1985 aussi. Et pour aller plus loin, on nous donne 3 ouvrages cultes, György Lukács, Histoire et conscience de classe, la conscience de classe entre guillemets, l'ouvrage Que faire de Lénine et Sociologie de la bourgeoisie par Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Partie 10, Communisme, travail et liberté. Début avec une citation de Karl Marx, Le Capital, livre 3, tome 3, 1894, édition sociale Paris 1974, page 198. Traduction par Catherine Cohen-Solal et Gilbert Badia. Ouvrez les guillemets. En fait, le règne de la liberté commence seulement là où cesse le travail déterminé par la nécessité et la finalité extérieure. Il se situe donc par nature au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite, de même que le sauvage est forcé de lutter contre la nature pour satisfaire ses besoins, conserver et reproduire sa vie, de même, l'homme civilisé est forcé de le faire, et il est forcé de le faire dans toutes les formes de société et sous tous les modes de production
possible. Avec son développement, ce règne de la nécessité naturelle s'étend parce que les besoins s'étendent, mais en même temps s'étendent les forces productives pour les satisfaire. En ce domaine, la liberté ne peut consister que dans le fait que l'homme socialisé, les producteurs associés, règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature, le placent sous leur contrôle communautaire, au lieu d'être dominés par une puissance aveugle. Qu'ils l'accomplissent avec la plus petite dépense de force et dans les conditions les plus dignes et les plus adéquates à leur nature humaine. Mais cela reste toujours un règne de la nécessité. C'est au-delà que commence le développement de la force humaine, qui vaut pour lui-même comme son propre but, le vrai règne de la liberté, mais qui ne peut s'épanouir que sur la base de ce règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail en est la condition fondamentale. Fermez les guillemets. Pour le contexte, le livre 3 du Capital, un texte resté inachevé. Le troisième livre du Capital, consacré au processus d'ensemble de la production capitaliste et faisant suite à l'étude des processus de production et de circulation du capital, n'a jamais été publié du vivant de Marx. Demeuré à l'état de brouillon, malgré des années de travail, il a été mis en forme et édité pour la première fois par son ami Engels, en 1894. On y trouve notamment d'importantes analyses concernant le taux de profit, le crédit ou encore la rente foncière. Venons maintenant à l'analyse. Le travail est-il condamné à n'être que contrainte et domination, à être la contrainte de la liberté ? Marx s'inscrit en faux contre cette idée et présente le communisme comme une forme de société où la liberté serait présente non seulement en dehors du travail, mais également en son sein. Abordons précisément le règne de la liberté et le règne de la nécessité. Marx entend tout d'abord établir un fait universel, valable pour toutes les formes de société, celui d'un partage entre règne de la nécessité et règne de la liberté, entre travail et temps libre. Cette dualité est présente dans toute l'histoire, le plus souvent sous cette forme. Quelques-uns, les maîtres, les seigneurs, jouissent du règne de la liberté, tandis que l'immense majorité travaille pour les premiers, condamnés au règne de la nécessité. La production matérielle constitue pour Marx une condition naturelle et éternelle de la vie humaine. La possibilité même d'une perpétuation de l'humanité repose en effet sur l'existence d'une sphère de la production matérielle. En note de bas de page, on nous ajoute que vous pouvez sur ce point revoir notamment l'analyse du premier texte de ce recueil. Et donc une sphère de la production matérielle, que celle-ci soit prise en charge par des esclaves ou par des salariés. En affirmant cela, Marx entend notamment refuser l'idée que la mécanisation et l'automatisation progressive de la production pourraient un jour nous libérer du travail. Une idée qui n'est d'ailleurs pas neuve. Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe grec Aristote déclarait déjà que si les navettes, les outils pour tisser, filaient toutes seules, on pourrait se passer d'esclaves. L'invention du métier à tisser automatique ne donne-t-elle pas raison à Aristote ? Ne s'agit-il pas simplement d'une question de temps ? Et n'est-il pas possible d'entrevoir, à longue échéance, la prise en charge de l'ensemble de la production par des machines ? Non, et pour au moins deux raisons. D'une part, si la mécanisation et l'automatisation font fortement baisser le nombre de travailleurs requis pour fabriquer un même produit, elles en requièrent un nombre croissant pour la surveillance des processus de production et la fabrication des machines. D'autre part, les besoins eux-mêmes s'étendent. On pourrait prolonger la réflexion de Marx en disant que la consommation du XIXe siècle a peu à voir avec celle du XXIe siècle. Il ne faut donc pas raisonner en faisant comme s'il existait une quantité de besoins absolus et finis. L'apparition de nouveaux besoins chez les consommateurs entraîne elle-même une nouvelle demande dans la sphère de la production. La proportion croissante de la part des services au sein de la production semble d'ailleurs peu conciliable avec l'idée d'une automatisation complète de la production. On peut donc se demander si une machine peut remplacer un comédien ou un enseignant. La liberté après le travail est dans le travail. Si le règne de la nécessité est indépassable, comment penser la liberté ? Il faut tout d'abord libérer l'homme du travail. Cette libération, on l'a vu, ne saurait être intégrale. Seule une société inégalitaire, esclavagiste par exemple, pourrait libérer totalement quelques hommes du travail, mais en maintenant par la force l'immense majorité dans le règne de la nécessité. Se libérer du travail signifie donc réduire la journée de travail, une revendication politique centrale du mouvement ouvrier, d'après Marx. Si l'humain est contraint de travailler, sa vie ne saurait être réduite à son travail, sauf à le priver de nombre de ses potentialités, car le temps libéré du travail ne doit pas être simplement le temps nécessaire à la reconstitution de la force de travail, soit le temps de repos avant de repartir travailler. Le temps libéré du travail, s'il n'exclut pas le repos, est néanmoins pour Marx un temps actif, celui où commence le développement de la force humaine qui vaut pour lui-même
comme son propre but. Pour le citer. La liberté consiste donc à développer volontairement et consciemment les potentialités de l'être humain, sans considération du moins, en un premier temps, pour l'utilité sociale de ses activités. On peut penser à l'activité de l'artiste, du passionné, à celle du bricoleur, du sportif. Mais il existe une deuxième forme de liberté, non pas après, mais au sein du travail, ce qui signifie que le travail n'est pas pure contrainte et que la liberté y a déjà sa place. Penser que la liberté n'a pas sa place dans la sphère de la production matérielle reviendrait à tenir pour négligeable la différence entre l'esclavage, le servage et le salariat. La liberté dans le travail n'est pas le libre développement des potentialités humaines. Elle consiste en une certaine organisation de la production. On peut penser ici à l'association des producteurs en coopérative, laquelle constitue un progrès en matière de liberté par rapport au salariat. Avec la coopérative, la démocratie franchit les portes du lieu de travail en donnant à chaque associé une part de pouvoir. La production doit par ailleurs être maîtrisée collectivement, et non pas dominée par la puissance aveugle du marché. Elle doit être au service des besoins humains, et non de l'augmentation du profit. La production matérielle, enfin, ne doit pas rendre impossible la liberté hors du travail. Elle ne doit pas gaspiller l'énergie humaine nécessaire au libre développement des potentialités de chacun. Elle ne doit pas, a fortiori, détruire ses capacités, en soumettant le producteur à des conditions de travail indignes. Le communisme est un ordre social dans lequel se déploient ces deux formes de liberté, le libre développement des potentialités de chacun et la maîtrise collective de la production. Autre texte de Marx et d'Engels sur le thème, Karl Marx, adresse inaugurale de l'Association internationale des travailleurs, œuvre 1, La Pléiade, Gallimard, Paris 1963, Karl Marx, Le Capital, livre 1, section 4, chapitre 13, sous-chapitre 9. Karl Marx, critique du programme de Gotha. Et pour aller plus loin, Isabelle Garot, Marx, une critique de la philosophie, chapitre 5, Travail et politique. Bernard Friot, Émanciper le travail, deuxième entretien, La dispute, Paris 2014. Yves Clos, Le travail à cœur, chapitre 6, La découverte, Paris 2015. Partie 11. Titre entre guillemets, Pour sauver la commune russe, il faut une révolution russe. L'extrait par lequel commence cette partie est issu de Lettres de Karl Marx à Vera Zasulich, du 8 mars 1881, troisième brouillon, in Karl Marx, œuvre 2, La Pléiade, Gallimard, Paris 1968. Ouvrez les guillemets. Faisons pour le moment abstraction des misères qui accablent la commune russe, pour ne voir que ses possibilités d'évolution. Elle occupe une situation unique, sans précédent dans l'histoire. Seule en Europe, elle est encore la forme organique, prédominante de la vie rurale d'un empire immense. La propriété commune du sol lui offre la base naturelle de l'appropriation collective, et son milieu historique, la contemporanéité de la production capitaliste, lui prête toutes faites les conditions matérielles du travail coopératif organisé sur une vaste échelle. Elle peut donc s'incorporer les acquets positifs élaborés par le système capitaliste sans passer par ses fourches codines. Note de bas de page pour les acquets, synonyme vieilli du terme acquis. Elle peut graduellement supplanter l'agriculture parcellaire par l'agriculture combinée à l'aide des machines qu'invite la configuration physique du sol russe. Après avoir été préalablement mise en état normal dans sa forme présente, elle peut devenir le point de départ direct du système économique auquel tend la société moderne et faire peau neuve sans commencer par son suicide. Fermez les guillemets. Pour reprendre un peu de contexte, on nous dit au-delà de l'Europe occidentale. Dans les dernières années de sa vie notamment, Marx s'est intéressé au développement des sociétés qui ne suivaient pas exactement les mêmes voies que la France, l'Angleterre ou l'Allemagne. Qu'il s'agisse des États-Unis, où le capitalisme s'est mis en place à une vitesse insoupçonnée, ou de la Russie, où les structures encore très marquées par le féodalisme n'empêchent pas l'émergence de mouvements révolutionnaires d'inspiration socialiste, l'analyse de la situation propre à ces pays l'a conduit à reprendre et à remanier certaines de ses théories, à tenir compte de réalités nouvelles, ou jusque-là ignorées de lui. Venons à l'analyse. Vera Zasulich, née en 1849 et morte en 1919, était une militante révolutionnaire russe, d'abord proche de l'anarchisme. Elle sera l'une des fondatrices du premier mouvement marxiste russe, le groupe Libération du Travail, en 1883. Dans une lettre datée du 16 février 1881, elle expose à Marx les termes du débat divisant le Parti socialiste russe. Quelle position fallait-il adopter à l'égard des communautés rurales traditionnelles de la Russie ? Fallait-il hâter leur disparition, favoriser l'expropriation des cultivateurs,
pour passer à une agriculture capitaliste beaucoup plus productive, fondée sur la propriété privée du sol, la question de la collectivisation ne se posant qu'en un second temps, après cette étape nécessaire. Ou fallait-il, à l'inverse, essayer de sauver la commune russe parce qu'elle offrait un solide point d'appui à l'instauration du socialisme en Russie? Dans sa réponse, Marx affirme qu'à certaines conditions, ouvrez les guillemets, cette commune est le point d'appui de la régénération sociale en Russie, fermez les guillemets. La réponse est brève, Marx est souffrant, mais les brouillons de la lettre offrent un exposé plus développé de ces raisons. La commune agricole en Russie. Dans l'empire des tsars, et même après l'abolition du servage en 1861, la plupart des paysans russes n'étaient pas propriétaires de leurs terres. Le sol appartenait aux communes qui en assuraient la répartition entre les familles qui en étaient membres. Tous les 6 ou 9 ans, la commune procédait à une nouvelle distribution en fonction de l'évolution des besoins des familles et de leur capacité de travail. Cette organisation sociale ne pouvait manquer de retenir l'attention des socialistes russes. Propriété collective du sol, relative égalité économique assurée par la redistribution périodique des terres, assemblée paysanne discutant démocratiquement de chaque répartition. Mais la commune agricole russe était une réalité contradictoire. De nombreuses misères l'accablaient, à commencer par sa trop faible productivité. Les parcelles étaient trop nombreuses et trop étroites pour être exploitées efficacement. Celles-ci étaient souvent très éloignées des villages, très éloignées aussi les unes des autres. Le temps passé à les rejoindre était du temps perdu pour le travail. À cela s'ajoutaient d'autres misères, l'isolement et l'absence de coordination nationale entre les différentes communes, les exigences fiscales démesurées que l'État despotique faisait peser sur elles, la concurrence de la propriété foncière qui disposait de meilleures terres, etc. Ce qui caractérisait aussi la commune russe, ce qui la distinguait des formes sociales apparentées, qui avaient existé par le passé en Europe, c'était avant tout son milieu historique. La commune rurale russe était contemporaine de la production capitaliste la plus développée dans les pays d'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'elle était devenue anachronique, vestige d'une époque désormais révolue? Était-elle vouée à la ruine par l'histoire, à l'instar des anciennes formes communales que l'Europe avait connues? Ou pouvait-on à l'inverse compter sur ces possibilités d'évolution comme le pensait la correspondante de Marx, Vera Zasulich? Dans cette hypothèse, il faudrait envisager un scénario de transition vers le communisme propre à la Russie, distinct du scénario des autres pays européens où le capitalisme avait pénétré plus avant et où la propriété commune de la terre avait depuis longtemps disparu. Une autre voie vers le communisme? La subsistance de cette forme de propriété collective traditionnelle et patriarcale qu'est la commune russe constitue une difficulté pour Marx. En effet, dans de nombreux textes, à commencer par le manifeste du Parti communiste, on retrouve l'idée que la domination de la bourgeoisie et l'emprise du capital doivent d'abord briser les structures féodales pour pouvoir permettre aux forces productives de se développer. C'est ensuite des contradictions du capitalisme lui-même que pourra surgir, grâce à la révolution communiste, un nouveau mode de production fondé sur la libre association des travailleurs et le contrôle par les humains de leurs propres conditions de vie. Marx disait dans la préface à la première édition du livre 1 du Capital que l'Angleterre constituait à ce titre la localisation classique du mode de production capitaliste. Mais cela signifie-t-il pour autant que tous les pays doivent suivre la même voie que l'Angleterre et que la condition préalable à toute transition vers le communisme soit une emprise complète du capital sur la production et la destruction de tous les liens communautaires précapitalistes? La question revêt une importance stratégique. Si tel est le cas, il faudrait plutôt hâter la destruction de la commune russe traditionnelle et permettre à la révolution bourgeoise de s'accomplir pleinement. Mais ce schéma, qui n'admettrait qu'une unique voie de développement pour tous les pays, impliquant un certain nombre d'étapes, féodalisme, capitalisme, communisme, par lesquelles ils devraient tous nécessairement passer, ne satisfait plus véritablement Marx en 1881. Son analyse de la commune russe va bien plutôt le conduire à considérer cette structure comme un élément régénérateur de la société russe. Dans la mesure où elle constitue une forme de propriété sociale non capitaliste, elle permet, en un sens, de battre en brèche la logique du capital. Il serait donc contre-productif de ne pas s'appuyer sur elle et de considérer sa destruction comme un préalable nécessaire à toute avancée vers le communisme. Faut-il toutefois aller jusqu'à dire que la commune russe est par elle-même révolutionnaire dans la configuration qui est la sienne au début des années 1880? Non, d'après Marx, parce qu'elle est encore entachée de rapports de domination traditionnels et qu'elle constitue encore une structure de production isolée, chaque commune n'entretenant aucun lien ou presque avec les autres. Marx ne plaide donc pas pour une conservation pure et simple de la commune russe, mais pour sa transformation et son ouverture à une échelle plus large.
C'est d'ailleurs, d'après lui, la condition même de sa survie. Si la commune russe ne change pas, elle se condamne à être démantelée par le capital. C'est pour cette raison que Marx dira, dans un autre brouillon de sa lettre à Vera Zasulich, que pour sauver la commune russe, il faut une révolution russe. C'est-à-dire qu'il faut que le mouvement socialiste s'emploie à la transformer pour en faire un point de départ de bouleversement politique et social en Russie. Autre texte de Marx et Engels sur le thème, Karl Marx, lettre à Kugelmann, du 17 février 1870, in Karl Marx, Jenny Marx, Friedrich Engels, lettre à Kugelmann, édition sociale Paris 1971, page 141. Aussi, Karl Marx, réponse à Mikhailovsky, in Karl Marx, œuvre 2, Karl Marx, Friedrich Engels, préface à l'édition russe de 1882, comme troisième suggestion, du manifeste du Parti communiste. Et Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir Ilyich Lénine sur les sociétés précapitalistes, CERM, édition sociale, 1970. Pour aller plus loin, vous aurez trois autres œuvres, Kevin B. Anderson, Marx aux antipodes, chapitre 6. En deuxième, Michel Vadé, Marx, penseur du possible, chapitre 5. Et Jean-Jacques Gobelot, essai de critique marxiste, l'histoire des civilisations et la conception marxiste de l'évolution sociale. La dispute Paris 2011. Fin de la partie. Et partie 12. Les droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration ambiguë. Début d'un extrait de Karl Marx. Sur la question juive. Traduction de J.F. Poirier. À la Fabrique Paris 2006. Ouvrez les guillemets. Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste. L'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de ses intérêts personnels et obéissant à son arbitraire privé. L'homme est loin d'y être considéré comme un être générique, tout au contraire. La vie générique elle-même, la société, apparaît comme un cadre extérieur à l'individu, comme une limitation de son indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé. La conservation de leur propriété et de leur personne égoïste. Il est assez énigmatique qu'un peuple qui commence tout juste à s'affranchir, à faire tomber toutes les barrières entre les différents membres du peuple, à fonder une communauté politique, proclame solennellement, pour 1791, le droit de l'homme égoïste, séparé de son semblable et de la communauté, et reprenne même cette proclamation à un moment où le dévouement le plus héroïque peut seul sauver la nation, et se trouve réclamé impérieusement. À un moment où le sacrifice de tous les intérêts de la société bourgeoise est mis à l'ordre du jour, et où l'égoïsme doit être puni comme un crime, en 1793. La chose devient plus énigmatique encore quand nous constatons que l'émancipation politique fait de la communauté politique, de la communauté civique, un simple moyen devant servir à la conservation de ces soi-disant droits de l'homme. Que le citoyen est donc déclaré le serviteur de l'homme égoïste. Que la sphère où l'homme se comporte en qualité d'être de la communauté est ravalé au-dessous de la sphère où il fonctionne en qualité d'être partiel. Et qu'enfin, c'est l'homme en tant que bourgeois, et non pas l'homme en tant que citoyen, qui est considéré comme l'homme vrai et authentique. Fermez les guillemets. Pour le contexte, quelle émancipation ? Le texte intitulé « Sur la question juive » publié par Marx dans les Annales franco-allemandes en 1844 constitue une réponse aux thèses du philosophe Bruno Bauer, 1809-1882 pour sa date de naissance et de mort. Échange concernant l'émancipation des Juifs. Ce dernier considérait que l'émancipation des Juifs, tout comme celle des chrétiens, supposait que ces derniers abandonnent leur religion et se considèrent simplement comme des citoyens libres au sein de l'État. Plutôt que de rentrer dans un débat avec Bruno Bauer sur cette question, Marx va remettre en cause l'idée selon laquelle émancipation politique au sein d'un État de droit et émancipation humaine, c'est-à-dire sociale, seraient de simples synonymes. Venons maintenant à l'analyse. Marx propose dans ce texte une analyse critique des déclarations des droits de l'homme et du citoyen rédigées en France lors de la Révolution. Cela fait-il de Marx le théoricien du totalitarisme, de la négation des droits humains au nom d'une idée supérieure ? Certains n'ont pas manqué de tirer cette conclusion. Les droits de l'homme ne seraient pour Marx que le masque de la domination de la bourgeoisie. Leur négation ne poserait donc aucun problème moral ou politique. Qu'en est-il ? Liberté et sacralisation de la propriété privée. Il faut d'abord convenir que la représentation d'un Marx totalitaire s'accorde mal avec les revendications concrètes du mouvement ouvrier auquel il participait. Droit de vote étendu à tous, droit d'association, sans lequel les syndicats et les partis ne peuvent exister légalement, droit d'expression, seul moyen de s'adresser aux masses, etc.
Ce que Marx critique dans cet extrait, ce n'est pas l'idée qu'il existerait des droits humains qu'aucun pouvoir politique ne saurait limiter. Son objet est tout autre. Il propose un examen de 2 textes précis, les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1791 et 1793. En note de bas de page, on nous précise que pour 1793, la Constitution française du 3 septembre 1791 instituait, elle, une monarchie constitutionnelle. Elle comportait à sa tête la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La Constitution du 6 Messidor de l'an 1, 24 juin 1793, instituait une république démocratique. Elle comportait une nouvelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus avancée sur le plan social, droit au travail, à l'assistance publique, à l'instruction, droit et devoir d'insurrection, bien au-delà de celle de 1789. Fin de la note de bas de page. Loin de se contenter d'énumérer des droits imprescriptibles, ces 2 textes véhiculent 2 présupposés largement discutables. D'abord, une certaine conception de l'homme comme être égoïste, individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, pour citer Marx, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé. Ensuite, une conception déterminée de la politique et de l'État, dont l'unique but serait la défense des intérêts des propriétaires. Dans les déclarations considérées ici, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont au nombre de 4. L'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Article 2 de la Déclaration de 1793. Marx s'emploie à montrer que les 3 premiers droits ne s'expliquent que par le dernier. Ainsi, la liberté ne désigne pas du tout le droit de participer aux affaires de la cité, elle réside dans le fait de pouvoir jouir de sa propriété en toute tranquillité, à la condition de ne pas nuire aux autres. L'égalité ensuite n'est pas l'égalité matérielle, ni même l'égalité dans la participation au pouvoir politique. Le suffrage est alors censitaire, c'est-à-dire qu'il faut disposer d'un certain niveau de richesse pour voter. Elle est la simple égalité devant la loi, l'égale liberté à jouir de sa propriété. Quant à la sûreté, elle désigne principalement la protection de la propriété. Bien sûr, la sûreté profite à tous. L'égalité devant la loi est une victoire historique contre les privilèges, et la liberté de vivre à sa guise sans être inquiété par l'État est une exigence des hommes de l'époque moderne. Il n'en reste pas moins que l'homme, entre guillemets, des droits de l'homme, n'est pas en premier lieu l'homme comme être générique, le genre humain, mais l'individu égoïste de la société bourgeoise. En sacralisant la propriété, les déclarations examinées par Marx profitent en premier lieu à la bourgeoisie. Ainsi, les 2 textes condamnent par avance toute politique allant à l'encontre des intérêts des propriétaires, et a fortiori toute nouvelle revendication communiste. L'impôt progressif, l'impôt sur les successions, en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme. L'organisation du travail dans l'industrie, l'imposition d'un salaire minimum, une atteinte à la liberté des propriétaires. L'expropriation des industriels, atteinte directe au droit de propriété, un crime. L'énigme de l'émancipation politique. Ces déclarations constituent la théorie de la Révolution française. Mais Marx va souligner la distance qui sépare la théorie révolutionnaire de la pratique révolutionnaire. Cette distance fait toute l'ambiguïté de la Révolution. D'une part, elle permet à la bourgeoisie de s'affirmer comme classe dominante, en mettant fin au système féodal, lequel constituait une entrave à la libre entreprise. À ce titre, les droits de l'homme servent bien de garantie politique à l'homme égoïste. D'autre part, dans ces moments les plus progressistes, notamment à l'époque de Danton et Robespierre, elle s'attaque à cet égoïsme considéré comme un obstacle à la République. Il suffit de penser à des mesures comme la loi du maximum général, qui limitait le prix des denrées de première nécessité et punissait les spéculateurs, pour avoir une idée de cette phase, entre guillemets, où l'égoïsme doit être puni comme un crime. Fermez les guillemets. Comment comprendre dès lors que cette révolution politique qu'a été la Révolution française ait pu entraîner, malgré ces moments radicaux, l'avènement du bourgeois égoïste? Parce que, comme le dira Marx, elle a dissous la vie civile en ses composants, sans révolutionner ses composants eux-mêmes. Autrement dit, la Révolution française a permis à la société civile bourgeoise, déjà quasiment constituée au cours du XVIIIe siècle, de se libérer des entraves féodales, telles que les corporations, mais ce faisant, elle a simplement opéré un transfert de la classe dominante de la noblesse vers la bourgeoisie. À ce titre, l'émancipation politique n'est qu'un premier pas vers l'émancipation humaine. Elle demeure donc incomplète, tant que la communauté humaine réelle ne prend pas la place de la société bourgeoise fondée sur l'égoïsme. Fin de la partie. Pour compléter, vous avez autre texte de Marx et d'Engels, Friedrich Engels, Progrès de la réforme sociale sur le continent. Dans The New Moral World du 4 novembre 1843, in Karl Marx et Friedrich Engels sur la Révolution française, édition sociale, Paris 1985. En deuxième, vous avez Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel,
Et Karl Marx, glose critique en marge de l'article « Le roi de Prusse et la réforme sociale » in Karl Marx et Friedrich Engels sur la Révolution française. Les 3 suggestions sont publiées aux éditions sociales. Et pour aller plus loin, vous avez Daniel Ben-Said, Zur Judenfrage, une critique de l'émancipation politique. In Karl Marx sur la question juive, La Fabrique, Paris 2006. Puis vous avez Michael Lovey, Emmanuel Renaud et Gérard Duménil, Lire Marx, partie 2, chapitre 1er, critique de la religion, de la politique et de la philosophie. Et enfin, Bernard Bourgeois, Philosophie et droits de l'homme, de Kant à Marx. Ensuite, vous avez une postface, Lire, comprendre, agir. Elle est écrite par Lucien Sèvres. Dans L'idéologie allemande, livre écrit en commun avec Engels peu avant la Révolution de 1848, Marx développe cette vue critique profonde que les idées dominantes sont toujours celles de la classe dominante. Car la classe possédante, et par suite dominante, ne détient pas seulement les moyens économiques et politiques de faire prévaloir ses points de vue et intérêts dans le monde social. Elle veille jalousement aussi à s'approprier ceux de les faire régner dans nos têtes. Pouvoir terrible. Si, en masse, nous voyons plus ou moins la réalité sociale et politique, sans nous en rendre bien compte, comme cette classe dominante la voit elle-même, et veut nous la faire voir, elle augmente énormément ses chances de nous faire accepter les moins acceptables de ses choix de classe, comme justes, ou du moins inévitables. Soit par exemple la question cruciale de la part que les possédants s'approprient de la richesse créée par le travail salarié, et de celle qu'ils doivent laisser aux travailleurs. Vous prétendez que nous en prenons trop, disent-ils. Vous n'imaginez pas ce que l'activité économique nous coûte. Sans parler de tout le reste, le travail nous ruine, salaire bien plus élevé chez nous que presque partout ailleurs, charges de toutes sortes qui nous écrasent. Comment voulez-vous que notre économie soit compétitive et que nous ne soyons pas contraints sans cesse à de nouveaux licenciements? Comprenez donc, et soutenez avec nous, cet impératif absolu du bien commun. Il faut réduire le coût du travail. Discours qui d'abord éberlu. Certes, sans faire disparaître le sentiment d'injustice ni les revendications, mais paraît en même temps sans réplique à plus d'un, et freine d'autant le passage à l'action. Puis, on se frotte les yeux. Le travail, un coût? Mais pour qui? Pour le pays ou pour le patronat? Le travail est l'unique source sociale de toute richesse. En lui-même, il est le contraire d'un coût. Et c'est aussi l'unique source des profits de la classe possédante. La preuve, c'est qu'elle s'acharne à augmenter le plus possible sa durée, le profit ne provenant de rien d'autre que de temps de travail non payé à qui l'effectue. Pour le travail est en vérité la poule aux œufs d'or. Et ce qu'il ose appeler coût du travail, c'est tout simplement le fait que s'approprier cette poule aux œufs d'or n'est tout de même pas gratuit. En disant ces simples mots, comme le font journellement les médias dominants, le coût du travail entre guillemets, on parle donc purement et simplement, sans s'en rendre compte, le langage patronal. Et en pensant plus ou moins les réalités économiques, dans ces termes, on se fait l'otage de la classe dominante et de sa politique. Exemple entre 100. Le présent livre en développe richement une douzaine sur des points essentiels de cette cruciale vérité. La lutte des classes passe d'abord par la lutte des idées. C'est bien pourquoi Marx, qui sans cesse pris personnellement part aux luttes sociales et politiques, a consacré aussi un temps considérable à la recherche théorique, à la bataille idéologique, au travail éducatif. C'est bien pourquoi les organisations révolutionnaires, et singulièrement le Parti communiste français, ont durant tant de décennies fait le nécessaire effort de théorisation et de critique, de publication et d'éducation, sans lesquels nulle victoire n'est envisageable sur une classe dominante disposant d'énormes moyens de mettre ses vues de classe dans le grand nombre des têtes. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui, après des défaites historiques de ce qu'on appelait dans l'équivoque le communisme, et au moment où l'entrée du capitalisme dans sa longue phase finale exige des forces révolutionnaires une capacité foncièrement renouvelée, de perspicacité critique et d'initiatives pertinentes, la question de la lutte d'idées acquiert une importance proprement décisive. Aussi bien comme le note justement Florian Gully et Jean Quétier dans leur introduction, une donnée nouvelle, de majeure importance pour la période qui s'ouvre, est que le travail théorique de haut niveau sur et avec Marx a repris avec vigueur, spécialement en France depuis les années 2000. Voilà qui est propre à nourrir de vastes ambitions politiques. Mais, comme il l'ajoute aussitôt, ce qui est paradoxal est que cette culture, par essence faite pour tous, ne soit guère encore, sous ses formes les plus souvent savantes, accessibles à tous. Or, on en est convaincu avec eux, la pensée de Marx n'est pas condamnée à être l'apanage d'une minorité savante. Elle n'est même pleinement agissante que dans la mesure où,
devenant un bien largement partagé, elle peut être alors aussi, selon une formule de Marx, une force matérielle. Convertir des idées en force matérielle, c'est notamment la tâche d'une pédagogie. L'heure est manifestement aujourd'hui à reprendre en grand l'effort éducatif en faveur de la pensée marxienne. Effort qui fut naguère une dimension essentielle de l'audience et des succès du combat communiste. C'est à quoi vise le présent livre. Mais on pourrait se demander, pourquoi alors ne pas reprendre tout simplement, en actualisant exemples et références, les ouvrages et articles d'initiation au marxisme qui furent publiés dans la seconde moitié du siècle dernier? Beaucoup a été fait alors en ce sens. Bonne question. Il importe de bien comprendre pourquoi ce n'est pas du tout la chose à faire. Non certes que n'ait pas été bonne en leur temps nombre de ces publications, mais toute pédagogie comme toute politique est intimement de son temps, de sorte que, bonne en ce temps, elle cesse inévitablement de l'être dans un temps tout autre. Ainsi, la pédagogie du marxisme part bien sûr de ce qu'est le niveau général de formation et de culture de ceux et celles à qui elle s'adresse. Or, à l'époque de la Libération, ou même encore des années 1960, seule une assez faible minorité dans les milieux populaires accédait au baccalauréat. Les études supérieures étaient le privilège d'une mince élite sociale, et Marx faisait en général figure d'inconnu. Pour cette raison déjà, inviter à le lire dans le texte apparaissait comme utopique. On pensait bien mieux faire en parlant de façon simplifiée à sa place. Mais sous cette raison culturelle manifeste, aujourd'hui très largement caduque, il y en avait une autre latente, d'essence politique. Il a fallu bien longtemps en matière de pédagogie, aussi, pour se libérer entièrement du dirigisme stalinien. Dans son optique, initié à Marx devait constituer essentiellement à dire ce qu'est tenu de penser un marxiste. Et seule la direction du parti passait pour avoir qualité d'en décider en dernier ressort, qu'il s'agisse de la paupérisation de la classe ouvrière, de la dictature du prolétariat, de la question féminine, etc. La faillite historique du stalinisme fut aussi celle de cette mutilante pédagogie directive. Est au contraire à rendre de nouveau vivante, en tout domaine, cette cruciale maxime communiste de Marx. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, ce qui n'ôte rien à la nécessité d'une organisation du combat anticapitaliste, mais exige que ces militants en soient inconditionnellement les maîtres. C'est dans cet esprit neuf qu'est à penser la transmission des idées marxiennes à l'époque présente du combat communiste. Toute pédagogie implique certes le savoir de l'enseignant, mais rien ne peut remplacer l'activité de l'enseigné. À une pédagogie de l'inculcation, par qui éduque, est à substituer une pédagogie de l'appropriation, par qui s'éduque. Et voilà qui change tout quant à la lecture de Marx, comme l'ont bien vu Jean Quétier et Florian Gully. On a souvent dit que donner du poisson à des affamés les aide, bien moins que leur apprendre à pêcher. L'image convient aussi en matière d'enseignement. On apprend bien moins à un ignorant de la pensée marxienne en lui opposant des idées de Marx qu'en lui apprenant à lire Marx par lui-même. C'est cette révolution pédagogique qu'engage sans tapage le présent livre, vers une acculturation de nouveaux types, appropriés au combat, qui, de plus en plus, vont être les nôtres au XXIe siècle. Une acculturation tendant à former des acteurs sociaux aptes à prendre en main leurs propres affaires dans tous les domaines et à tous les niveaux, sans attendre un mythique grand soir, en s'y mettant aujourd'hui même. Acculturation est exigée par ces nouvelles formes de lutte qui se cherchent et plus d'une fois se trouvent aujourd'hui, dont le principe est la prise de responsabilité par celles et ceux mêmes qui les mènent. Voilà qui pousse à faire découvrir chez Marx ce qui aide étonnamment à agir dans le temps présent, et dans le temps présent, ce qui aide non moins étonnamment à comprendre Marx dans le texte. On souhaite bien des lectrices et des lecteurs à se découvrir Marx, et plus largement à la collection des éditions sociales, qu'il inaugure sous l'appellation d'ensemble Les Propédeutiques. Elle vient élargir le champ d'action de cet éditeur si heureusement en pleine renaissance que sont les éditions sociales, grâce auxquelles nous est en même temps donné comme jamais à lire Marx avec la progressive sortie de terre de la GEME, édition sociale visant enfin à être complète des œuvres de Marx et d'Engels. Avec ces immenses moyens, il est une chose que la finance mondialisée est cependant incapable d'empêcher, la croissante prise de conscience critique de l'impossibilité du réel qu'elle nous impose et de la réalité du possible qui s'y oppose. Faire découvrir l'étendue de ce possible, en voie de maturation, est la première des tâches révolutionnaires présentes. Ce livre y prend bien sa part.